J'espère que vous avez apprécié avec moi les deux films que nous avons vus ce soir, qui sont effectivement très différents, déjà qui sont de deux genres différents, la fiction d'un côté, le documentaire de l'autre, qui sont faits d'un côté par une réalisatrice d'origine belge et de l'autre par un réalisateur, deux réalisateurs, trois, d'origine congolaise. Et je crois que le fait d'avoir comme ça cette juxtaposition de ces deux films est très intéressant parce que dans le premier travail, donc le film Nkosi Coiffure, on a vraiment l'appropriation par la fiction de ce quartier. Donc on entre vraiment dans un univers cinématographique qui n'est pas à 100% authentique. Bien sûr, il y a des parties, bon voilà, il y a des parties inventées, on va dire, mais en même temps qui représentent cette vérité-là de la rencontre qui est favorisée par un quartier. Vous êtes dans un quartier, vous avez quelque chose qui vous arrive au niveau privé et ça se fait privé et répercuté par le quartier, en l'occurrence ici, un salon de coiffure. Donc je crois que l'exemple de Nkosi Coiffure est très intéressant du sujet global du film, qui est l'invention d'un imaginaire kino-bruxellois, celui de Matongué. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est que le début, parce qu'à mon avis, il y a des projets de séries, il y a déjà il y a plusieurs longs-métrages. Le film Westland qui va encore passer, le film Black dont on a beaucoup parlé, que je n'ai pas programmé, qui est un peu polémique. Donc bref, voilà, cet espace kino-bruxellois, dans les faits, s'installe réellement, aussi bien dans l'image maintenant que peut-être dans un certain univers fictionnel. J'aimerais bien voir, parce que ça fait déjà depuis 2015, c'est-à-dire 7 ans que ce film a été fait, le regard que tu portes, Frédéric, sur cet opus que tu as fait à cette époque-là, de façon assez, quelque part, assez naïve, hein, au départ. Oui, c'est vrai que depuis, il y a, enfin, depuis, on a beaucoup plus parlé, on a parlé de beaucoup par rapport justement au sujet de l'appropriation aussi et la question d'un d'un réalisateur blanc qui peut ou peut pas faire un tel film. Euh, je dois dire que quand j'ai fait le film ou quand j'ai commencé à faire le film, moi j'ai habité aux États-Unis pour quelques années. Et là-bas, à cette époque, c'était déjà très fort présent ces discussions. Du coup, j'étais pas non plus pas là-dedans du tout. Et j'avais quand même une certaine conscience en le faisant. Pardon, je fais des fautes. Euh, mais pour moi, je trouve très intéressant justement ces discussions et ça me fait pas peur non plus. Je... En fait, tu parles de la légitimité à Oui, faire ou à ne je pas sais pas faire si c'est ça en que tant que tu... Belge, belgo-belge, Oui, un film sur ce ouais, quartier. c'est très sensible et c'est une discussion qui est très bien, je trouve. Euh, et je suis très prête à parler de ça parce que je pense que c'est très important. Et pour être honnête, j'en ai pas fait assez après que j'ai fait ce film. On parlait pas encore tellement de tout ça et j'ai pas fait tellement de discussions avec, enfin si moi, mais genre quand le film a été diffusé et tout ça, du coup, Il n'y a pas fait tellement de débat sur ce type de discussion. non, bah surtout aux Mais oui, je États-Unis pense en qu'il y a fait. eu un accueil, à mon avis, assez favorable en général. Il y a beaucoup montré Oui, l'intérêt de participer. oui. Moi j'ai eu quelques discussions par rapport au White Savior Syndrome. Non, non, pas celui-là. C'est pas ça. Ici c'est plus l'inverse. La femme blanche troublée qui cherche à se faire aider par les femmes sages et tout ça. Et moi, je trouve ça une discussion hyper intéressante parce qu'il y a certainement des éléments de ça là-dedans. Et je pense que le fait que ça soit dans un salon de coiffure renforce, c'est français? Renforce encore ça.
Et ça, c'était quelque chose que j'étais conscient quand j'ai fait le film. Et j'ai essayé de remonter la question de fémininité et les questions autour de ça, que ça dépasse cela. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve, comme débat. À mon avis, un effort et une initiative que je pense toujours très importante, parce qu'on n'a pas tant que ça, à mon avis, qui ont été faites. Je me tourne maintenant vers, bien sûr, Pat Patoma et Abel Poulsou. Donc, on a vu que le film, il date de 2000, mais a priori, ce sont des images qui ont été tournées fin des années 90, même si la datation officielle du film, c'est 2000. Il y a certaines images qui dataient un tout petit peu de plus longtemps. Il y a aussi des images d'archives qui venaient des amis de Wichi, les images des problèmes avec la police, ainsi de suite, les émeutes. Par exemple c'était pas si longtemps que ça, c'est en 99, 98, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'était des images d'archives lointaines, mais le film en tant que tel est sorti quelques mois seulement après le tournage. Hein. Donc, on est là autour de 2000, avec tous les problèmes. En fait, nous, on était déjà vraiment inquiets de l'évolution du quartier Matongué. Ça se ressent dans le film, je crois. Et on se disait, mais il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Il faut quand même essayer de les plaquer quelque part. D'ailleurs, la plupart des personnages qui sont dans le film, il y a au moins une moitié qui est morte aujourd'hui. Hein, le principal aîné, Kadiebo, qui était donc le gérant du fameux Dancing Le Mambo, il n'est plus des nôtres. La femme pour qui on tisse les habits, elle n'est plus là. Il y a toute une série de personnes, mais aussi de boîtes qui ont disparu, les Nganda ont disparu, ainsi de suite. Donc, nous, quand on regarde le film aujourd'hui, c'est vraiment des souvenirs de ce quartier qui nous reviennent. C'est pas possible, c'était comme ça. Parce que quand on passe aujourd'hui à Matongué, les choses sont différentes. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Pat, cette personne, je crois que tu la connais, Monique, il s'appelle Tony Mbeka. Il m'avait dit, mais Pat, Matongué est bien comme il est là aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a maintenant énormément de Français qui sont là, ils ont acheté tout, mais ils ne l'ont acheté que parce que c'est Matongué. Ils sont là. Donc, en fait, il n'y a pas à regarder les choses avec tristesse ou avec... Non, 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 le quartier continue à exister d'une autre manière et c'est toujours Matongué, aujourd'hui. Ben, moi, je pense qu'il faut revenir d'abord à l'idée du départ qui nous a motivés à faire ces films. C'est vrai que nous vivons en 2000, 1999-2000, la spéculation immobilière fait des dégâts à Bruxelles. Les coûts de loyer flambent et l'Union européenne quitte sa base de Schuman pour s'étendre vers la rue du Trône. Et voilà, la spéculation est quand même assez importante. Mais c'est aussi l'histoire que nous avions pu récolter de ceux qui étaient ici en Belgique, comme le vieux Henri Kadiebo, qui était ici en 1958 déjà, et d'autres personnes, des anciens étudiants des années 60, qui nous ont dit, et même des commerçantes, les derniers commerçants, Madame Chapeau, qui est partie il n'y a pas très longtemps, il y a une autre dame qui était là, elle nous disait, mais en fait, ces quartiers, point de vue commercial, étaient morts en fait en réalité. Ce sont les Africains qui viennent redynamiser les commerces dans ces quartiers. Et il faut quand même dire que c'est à la suite de l'ouverture des galeries de la Toison d'Or. Il y a la galerie de la Toison d'Or qui fait que bon, voilà, les commerces importants bougent vers là, mais il y a un autre aspect important, c'est que la plupart de ces commerces ont commencé à fonctionner avec les autorités congolaises. Le vieux Henri dit qu'il y a des marques qui circulaient, il y a des commerces qui étaient là, la femme de Mobutu, des ministres ou de riches du Congo, ils débarquaient, ils dévalisaient tout un magasin, ils repartaient. Donc voilà, mais ces gens-là finalement, au plus les Congolais arrivaient en Belgique, les étudiants qui arrivaient massivement en Belgique, mais ils ont déplacé leur centre d'achat, je dirais comme ça. Ils vont aller acheter sur Toison d'Or, sur l'avenue Louise. Ils ne veulent pas que les autres Congolais qui habitent juste à côté, notamment la maison africaine, voient comment ils viennent dépenser l'argent du pays. Ils se cachent en réalité. Donc,
la vacance immobilière fait que voilà, les Africains, les propriétaires immobiliers doivent rentabiliser leurs bâtis. Ben, ils vont céder aux Africains les commerces et ils vont s'installer. Mais avec la spéculation immobilière, les Africains n'ont pas d'argent pour acheter. Donc, et c'était là notre crainte. Nous nous disions à l'époque, on a pu contacter l'ambassadeur de l'époque, les autorités au Congo pour dire, ils réfléchissaient quand même, il y a un enjeu important qui se passe maintenant. Donc, nous risquons de perdre Matongé parce que c'est quand même un lieu où on sait exploiter ça économiquement, vendre les produits agricoles du Congo, vendre tout, faire vivre d'abord les Congolais qui sont en Belgique, qui font du commerce. Parce qu'il y a un marché qui est à côté. Et malheureusement, voilà, on n'a pas été entendu. Pas été audible. Et je pense que quelque part, même si on n'a pas eu raison, mais on a quand même vu les conséquences que cela apporte aujourd'hui. Hein. Il parlait tout à l'heure de la place Saint-Boniface qu'ils appellent les Petits Paris aujourd'hui. Tous ces commerces sont récupérés majoritairement par des Français, mais qui ont investi énormément d'argent. Et les quartiers ont repris son importance économique. Les affaires, ça tourne bien. Mais ceux qui ont relancé les commerces dans ces quartiers, aujourd'hui, se trouvent nulle part. Donc, les Africains, les Congolais, entre autres. Ok. Moi, je crois que ça peut être intéressant aussi d'assez tôt dans le débat relancer un peu les questions vers la salle, parce que je crois que, personnellement, moi, j'ai toujours trouvé que ce film, Matongé, un quartier au cœur de l'Europe, c'était un des rares films qui documente notre histoire communautaire. On en a extrêmement peu. Et je me rappelle parce que je suis dans plusieurs associations de cinéma, de réalisateurs, de scénaristes. Et chaque fois, je disais, voilà, c'est un film qui existe, qui ne circule pas dans un grand réseau, malheureusement, mais vous devez le connaître parce que c'est vraiment un des rares films qui documente notre réalité, notre histoire, enfin... Donc je crois que, c'est vrai que Sorana et moi on est congolaises, mais chaque image nous émeut pratiquement, chaque image nous fait réagir, on voit des gens qu'on connaît, qui ont pris 20 ans ou 30 ans, mais ce sont souvent des personnalités qui sont là qu'on voit à l'image. Et je me suis rendu compte très souvent que les gens m'expliquaient que, écoute, ce film, tu comprends, est-ce que c'est un film qui est allé dans des festivals, est-ce que c'est un film qui est allé à la télé, est-ce que c'est un film... Enfin, je veux dire, il y avait comme ça différents critères avec lesquels il concluait, mais c'est pas un film si important que ça, s'ils n'ont pas fait ce trajet-là. Mais je crois qu'il faut vraiment reconnaître cet effort qui a été fait par des gens qui, justement, ne sont pas du milieu du cinéma, comme Pat et Abel, qui ont fait ce film en répondant à une urgence, c'est-à-dire l'urgence de documenter une situation qui allait complètement changer, et de le faire avec des petits moyens, avec leurs convictions profondes, et en se foutant quelque part du regard des autres. Mais je crois que je n'invente pas le regard qu'il y a eu sur votre film. Comment vous pouvez le décrire? J'imagine que vous avez essayé de le faire tourner. Il existe depuis 2000. Je crois que dans la salle, c'est la première fois qu'on en entend parler, où on le voit. Enfin, écoute, je commencerai par dire, d'abord, du côté flamand, dès le départ, le film a eu un très bon écho parce qu'il a été diffusé à la télévision flamande sur Canvas. Le film a tourné 6 mois en Suède. Et du côté francophone, malheureusement, c'est une longue histoire avec la RTB. Je préfère ne pas en parler. Tu peux le dire. Je préfère ne pas en parler. Parce que c'est du racisme pur et dur. En un mot, oui. En tout cas, la RTB ne voulait pas diffuser, on ne sait pas pourquoi. On a vu la dame qui était responsable des documentaires. Mais bon, écoutez, on va voir. Mais bon... Pourtant, en France, avec Canal Plus Afrique, par exemple, TV5 Monde a diffusé plusieurs fois. Mais c'est vrai que nous n'en parlons pas assez nous-mêmes. C'est vrai aussi. On nous l'a beaucoup reproché. Mon fils qui est dans la salle, quand on discutait de ça, il m'a dit, mais papa, il y a un vrai problème. J'en ai parlé à mes amis, ils ne connaissent pas ce film, mais ils voudraient le voir. Donc il y a un public qui veut voir ces images d'antan, presque, on pourrait le dire ainsi, mais c'est votre faute. Vous n'en faites pas suffisamment
pour faire voir ce film. C'est vrai, merci Monique, parce que une bonne partie des, comment dirais-je, des projections de Matongué, c'est quand même Monique qui a vu qu'il y avait un potentiel là-dessus et qui, quelque part, a permis à beaucoup de gens de regarder. C'est vrai, nous n'en faisons pas assez, c'est clair. Et nous ne sommes pas du milieu du cinéma aussi, hein, comme cela a été dit. On fait plutôt de la radio et de temps en temps des images aussi. Mais j'aimerais quand même t'interpeller, enfin, excuse-moi, juste pour finir, par rapport à la question que posait Frédéric justement. Vous avez fait ce film, on sent comme des... vous avez, excuse-moi, je voulais t'interpeller par rapport justement à la question que posait Frédéric Migom sur la légitimité de sa propre démarche. Je veux dire, vous avez vraiment suivi Matongué sur le long terme. Il faut quand même, je vais peut-être juste préciser qu'ils gèrent à eux deux une émission de radio déjà vieille de 30 ans, il me semble, qui dure pratiquement toute la journée du samedi. Et donc, toute une partie se passe en lingala, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent intervenir sur l'actualité au pays, sur leurs problèmes, etc. Donc, c'est vraiment l'associatif pur et simple. Mais j'ai vu, parce que c'est la deuxième fois que je monte vos deux films ensemble, qu'il y a vraiment une certaine complémentarité entre vos deux projets. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de recommencer l'expérience de les montrer à deux. Comment vous pouvez vous ressentir l'un l'autre? En tout cas, moi, quand j'ai vu, comment dirais-je, Kossi Coiffure, j'avais tout de suite écrit sur ma page que s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, c'était celui-là. C'est un court-métrage, mais qui m'a beaucoup frappé, parce que le cinéma, c'est aussi surprendre les gens. Je me disais, mais quand ce monsieur va revenir? D'abord, j'ai vu la femme être broyée par les mamans africaines qui savent parler, qui savent emballer les choses et ne savaient pas comment faire, d'autres actrices. Mais je me disais, comment est-ce que ça va se terminer? Et j'étais surpris parce que je m'attendais à tout, sauf à ce qu'elle remballe à nouveau ce monsieur en disant, non, non, je vais payer moi-même. Pourtant, elle trouvait que c'était excessivement cher, et c'était cher, parce que ces femmes-là, elles sont malignes, c'est des commerçantes. Elles voient une situation qu'elles peuvent exploiter au maximum, et elles le font de toutes les façons. Je ne sais pas qui a écrit, mais c'est très africain, ce film-là, même si c'est réalisé par une Belge, mais j'ai énormément aimé ce film. J'en ai parlé à Monique et à d'autres encore. C'est un bijou pour moi. Et la question de la légitimité, vous ne prenez pas part au débat, je vous ai dit, intervenez là-dessus. Moi, je pense qu'elle est légitime. Hein. Pourquoi il n'y a que nous qui ne devrions parler de Matongué que nous-mêmes? Non, je pense que tout le monde peut le faire, à condition, quelque part, de bien se renseigner, de bien s'imprégner, comment dirais-je, de ce quartier, et quelque part de partager. Parce que quand je regarde Kossi Coiffure, justement, je n'ai pas l'impression que c'est une Belge qui a fait. Hein. Moi, je me dis que c'est un film qui est réalisé par un Africain ou une Africaine, ou alors c'est la préparation, c'est une sorte de consultance qui a été très très bien faite. Moi, ça ne me dérange vraiment pas que ce soit une Belge jeune qui ne connaît peut-être pas Matongué qui l'ait réalisé, mais un film, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui compte? C'est le résultat. En tout cas, le résultat est exceptionnel. Donc, tu as la légitimité de le faire. Il n'y a aucun problème pour moi. Ouais. J'allais juste, mais là je fais un petit retour un peu en arrière par rapport à la question du document en fait. Comment on garde et ce qui m'a frappé en fait dans votre film à tous les deux, c'est qu'il y a des phrases que j'ai entendues ou des questions qu'on se posait à l'époque, qu'on se pose aujourd'hui encore. Et ça m'a vraiment frappé. C'est comme si il y avait un éternel recommencement ou
comme c'est un, oui, c'est un peu pessimiste de dire ça, ou c'est un peu sombre de dire ça comme ça, mais c'est comme s'il n'y avait aucune avancée sur cet étonnement qu'on a par rapport à ce quartier et du fait qu'il nous, et je dis nous, mais qui nous est un peu, qui nous échappe en fait. Et je me demande si c'est pas lié justement au fait que des films comme celui-là ne circulent pas assez, parce que c'est une mine d'informations incroyables, comme tu l'as dit. Un peu plus tôt, il y a des personnes qu'on voit dans ce film. Enfin, moi, pendant tout le film, j'avais les yeux ouverts. Je disais, ah, mais oui, mais c'est cette personne-là, mais oui, mais, ah oui, mais c'est comme ça. Et il y a tellement de bruit que j'avais peur d'ailleurs qu'on empêche les gens. Donc il y a vraiment cette question de la mémoire et de l'archive, en fait. Et ça, pour moi, c'est un document d'archive et de mémoire hyper important. Et on doit trouver un moyen de le conserver. Sinon, c'est une énorme... Enfin, je crois que c'est vraiment une perte, quoi. Vraiment, ce serait dommage. Oui, mais tout à fait. En termes de rush, on a 30 heures, je pense, de rush. On a 30 heures de rush. Et que vous avez gardé qui sont bien gardés, en tout cas. Pour l'instant, c'est bien gardé. Et d'ailleurs, on a d'autres choses en post-production qui attendent. Mais c'est vrai, pour nous, lorsqu'on observe très bien, c'est qu'on a abordé quand même plusieurs sujets dans ces documentaires. Effectivement, l'aspect historique, parce que Pat l'a dit ici en introduisant que nous, on voulait aussi capter l'image, les dernières images, parce que nous étions sûrs que les enjeux sont tellement importants au point de vue financier, c'est tellement important que nous ne voyons pas des volontés, par exemple, politiques, nous ne voyons pas des volontés des hommes d'affaires congolais d'investir massivement dans les quartiers. Vous savez, à l'époque, il y a un investisseur chinois qui voulait acheter la galerie d'Ixelles. Il a fallu une mobilisation et quelque part, les autorités communales, bon, de Yonge d'Ardois, non, de Yonge d'Ardois, c'est un personnage assez particulier, donc, qui ont quand même fait un effort pour ne pas vendre la galerie. Autrement, en fait, c'était acheter, comme font généralement la plupart des gens, c'est raser, reconstruire, mettre autre chose à la place. Mais la commune d'Ixelles voulait garder cette identité-là. Voulait garder cette identité, cette multiculturalité du quartier. Et je pense que c'était une très très bonne chose. C'est devenu fort chinois par rapport aux les Chinois rasent. Les Chinois, les Chinois. Un peu les Pakistanais, mais là, il y a vraiment une prédominance chinoise. Ouais, ils ont. Dingue, hein. Ils font des commerces. En matière de beauté, ils sont plus dans tout ce qui est beauté de femmes. Donc, effectivement, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais l'enjeu important, c'est d'abord l'enjeu financier, devenir propriétaire des bâtiments et donner corps à un vrai projet commercial pour pouvoir pour relancer ces quartiers. En fait. Mais il y a aussi... c'est aussi le résultat du type de Congolais qui est venu. C'est d'abord des étudiants, hein, depuis la fin des années 50. C'est d'abord des étudiants qui arrivent et qui ont toujours cette idée de rentrer dans leur pays. Donc on a eu très peu ce que d'autres communautés ont eu, hein, comme les Marocains qui sont arrivés d'abord, qui travaillaient, qui avaient un salaire, qui pouvaient prendre du crédit pour acheter de la maison, ainsi de suite. Les Congolais qui ont décidé de rester en Belgique vraiment en tant que communauté, c'est tout récent. C'est autour des années 90. Avant ça, on a des étudiants qui arrivent et qui ne pensent qu'à partir. Qui ne pensent qu'à partir. Il y a quelques enfants de personnalités politiques qui, quelque part, sont restés. Mais la majorité des Congolais, depuis la fin des années 50, ils sont en Belgique. Mais leur idée de leurs enfants, ainsi de suite, c'est de retourner au pays. Et avec cette perspective de toujours partir ou repartir, il est difficile de penser à acheter une maison, créer un commerce, ainsi de suite. C'est pour dire qu'on a très peu une communauté qui a accumulé un savoir de commerce d'ici en Europe. Très, très peu. Parce que c'est d'abord des étudiants et d'enfants d'étudiants, ainsi de suite, et quelque part. Et comme, terminant les études aussi en Belgique, il était pratiquement impossible de travailler pour 1000 raisons, hein,
par exemple, quand vous faisiez médecine, vous ne pouviez pas travailler parce que votre diplôme, c'était un diplôme à titre scientifique, c'est ce qu'on disait à l'époque. Donc, vous ne pouviez pas travailler en Belgique en tant que médecin, ainsi de suite. Donc, les choses n'ont changé vraiment que dernièrement. Pendant toutes ces années, il y avait des freins de toutes sortes. À la base, c'est comment dire, cette communauté d'étudiants qui est restée étudiant, enfants d'étudiants, très très peu. Et mentalité finalement très... C'est une mentalité de cadre, on va dire. Justement, bien sûr, mais ça découle de ça aussi. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont arrivés, c'était d'abord des étudiants dans les universités. Moi, j'arrive en Belgique en 1982. Il y a les Belges et des Congolais. Il y a très peu de Marocains dans les universités, il y a très peu de Turcs, ainsi de suite. Et les choses ne changent que ces dernières années, parce qu'à l'époque, tous les Marocains, tous les Turcs, c'est des travailleurs. Ils ont un salaire, voilà. Mais les Congolais sont des étudiants qui viennent pour faire des études et surtout des grandes études, c'est-à-dire médecine, ingénieur, ainsi de suite. L'esprit de cadre, c'est une réalité. Complètement. C'est que je me souviens à, comment dirais-je, au Quick de la porte de Namur. Job de vacances. Nous sommes dans les années 80. Il y a un jeune qui était en train de travailler. Puis il voit des Noirs qui passent dehors. Il enlève il jette, il sort. Il ne supporte pas le regard des autres Congolais qui passent dehors. Parce qu'à l'époque, nous sommes tous étudiants, et il n'est pas question d'aller travailler et servir les gens. Oui, c'est vrai. C'est une réalité, cet esprit-là, où les étudiants à l'époque, ils viennent pour faire des grandes études et rentrer, devenir cadres chez eux. Malheureusement, ils ne sont plus repartis, ils sont restés avec cet esprit-là. Les premiers qui commencent vraiment à travailler, ce sont nos femmes. Ce sont nos femmes qui ont l'esprit entrepreneurial, comme on a vu. Qui ont l'esprit entrepreneurial, commerce, et ainsi de suite. Mais aussi des petits boulots, ça leur est ouvert, puis elles deviennent... Tu me rappelles le sketch d'Ada Stella, qui s'appelait Maman... Comment ? Maman intégrée. Voilà, ça s'appelait Maman intégrée. Et c'est l'histoire d'une femme congolaise qui fait en fait, elle fait un one-woman show. Et elle se plaint de son mari qui a 4 diplômes, ou 4 doctorats, je ne sais plus. Et alors, elle en a vraiment ras-le-bol. Et elle a le conseil d'une assistante sociale belge. Parce qu'il faut parler des assistantes sociales qui mettent le nez un peu dans l'histoire des familles africaines pour gérer tout ça. C'est du désordre, on va mettre de l'ordre. Donc, l'assistante sociale lui dit, écoutez, ce n'est pas possible. Votre mari ne faut rien du tout. Mais à partir du moment où vous avez, je ne sais plus, c'est 3 ou 4 enfants, vous pouvez être prise en charge pour avoir une maison, CPS. Mais à ce moment-là, évidemment, il faut plus de mari, il faut vous en débarrasser. Alors la dame, Stella, elle joue ça d'une façon incroyable. Alors la dame, elle se dit, ok, le business, c'est le business, il faut que ce monsieur dégage. Mais en même temps, elle aime toujours, c'est son mari. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle par la fenêtre les gendarmes. Je suis en train d'être tapée. Le mari, évidemment, il tombe des nues. Qu'est-ce qui se passe? Je te tape pas. Le gendarme arrive. Elle dit, vous êtes tapée. Je vois pas de signe de brutalité. Elle lui dit, mais vous savez, j'ai la peau noire. Vous pouvez pas voir. Et puis elle dit, est-ce que vous n'avez pas un travail chez vous? Vous savez, mon mari, il a tous les diplômes qu'il faut. Vous voulez pas l'engager? Donc, à la fois, elle le dénonce, à la fois, elle lui cherche du travail. Et donc, j'ai toujours dit à Stella, c'est du génie, ce sketch. En même temps, Monique, oui. Pourquoi les gens ont eu autant de diplômes? Parce que c'était la condition pour proroger les papiers. Oui, tout à fait. Vous avez votre licence ou maîtrise dans un domaine, pas de travail, parce que vous n'aviez pas le droit ou la possibilité d'avoir ce travail, mais il fallait se réinscrire pour pouvoir rester en Belgique normalement. Et donc, on a multiplié comme ça de diplômes. Il n'y a pas, comment dirais-je,
tous les jeunes Congolais qui sont arrivés ici dans les années 70 ou 80, ils ont 2, 3, 4 diplômes. Oui, moi j'en ai 3. Ils sont Et je peux te surdiplômés. dire que, ma fille, elle ne veut rien entendre au niveau diplôme. Hein. Elle en a un, elle dit maman, ça suffit. Je voudrais me retourner de nouveau vers Frédéric parce qu'il y a une anecdote que j'aimerais bien que le public connaisse. C'est-à-dire comment c'est ta maman qui t'a en fait inspiré cette histoire de Nkosi Coiffure. Oui, ben, ma maman et sa copine Soda, qui est sénégalaise. Elle est sénégalaise. La version courte, attends. En gros, dans ma famille, il y a eu mon frère, il est mort au Sénégal. Et depuis, mes parents, ils vont très souvent, parce que, je sais pas, il y a quelque chose dans l'air là-bas qui cherche un lien. Et depuis, ma maman a fait plein d'amies sénégalaises. Et une de ses amies était Soda, qui habitait à Anvers à l'époque parce qu'elle était en Belgique pour des raisons médicales. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire au Sénégal. Et du coup, ces deux femmes sont devenues amies, mais elles étaient très très différentes. Top. Ma mère, elle est hyper flamande, genre très réservée, très fermée, émotion, genre non. Maquillage, non, cheveux courts, enfin tout ça. Et Soda, elle est très expressive, très émotionnelle, très présente. Et c'était une amitié très intéressante parce qu'en fait, Soda, je pense, a aidé ma mère à faire le deuil, ouais, de manière ouverte, à laisser, ouais, à donner de l'espace pour cela. Et en fait, Soda, elle travaillait dans un salon de coiffure, justement, et elle racontait beaucoup de ce monde. Et je trouvais leur amitié tellement jolie parce qu'elle était inattendue, mais aussi opposée. Et elle était très importante l'un pour l'autre. Voilà, ça. Et voilà, c'est comme ça qu'est né. Et vraiment, un jour, elle me racontait du salon, qui d'ailleurs n'était pas à Matongué, elle travaillait vers Roger, où aujourd'hui sont beaucoup de commerce africain. Et vraiment, l'histoire est née parce que j'ai parlé avec elle et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passerait si une jeune femme comme celle dans le film entre dans le salon. Et on a passé des heures à brainstormer là-dessus. Elle était tout de suite très genre Je sais pas trop si c'est de... Elle est co-scénariste dans le film. Bah, elle est... Oui, enfin... Elle est genre collaboratrice, mais c'est moi qui a fait la... Évidemment, écrire un scénario, au final aussi, c'est une structure. Non. Ça, moi, j'ai écrit, mais elle est collaboratrice. Et elle a fait aussi... Enfin, elle est venue, je l'ai payée. Elle a aussi fait tous les cheveux du coup, elle a été sur le plateau, elle a fait tous les cheveux des femmes de film. Oui, j'allais juste te dire que je ne sais pas trop si c'est de l'émotionnel qui est plus présent. Je crois que c'est autre chose et c'est bien dit aussi dans le film sur Matongué. Il y a une phrase comme ça qui est très très belle où on dit ces femmes allient le business, font du business avec aisance. Et c'est une phrase très très belle qui pour moi veut dire en fait ces frontières hyper rigides entre ce qui devrait être du monde privé, enfin du monde privé et du monde public ou du monde professionnel et du monde privé. Ces frontières-là sont poreuses, elles sont poreuses. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut assister à des scènes où des femmes qui travaillent à faire des cheveux s'intègrent, enfin s'impliquent dans la vie privée en fait d'autres personnes. Il y a un espace pour ça en fait. Et c'est comme les salons de coiffure entre les deux, des rencontres et des échanges. Oui, mais voilà. Donc je ne sais pas si c'est de l'émotionnel qui est plus présent. Je crois que c'est plus une question de fluidité. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Bah, elle a pu sortir quelque chose dans ma mère qui était... Oui, parce que en fait, presque oublié comment c'est vraiment né, c'est qu'un jour, je reçois un... Oui, j'avais presque oublié. Un jour, je reçois une photo de ma mère qu'elle m'envoie par téléphone. Et c'est ma mère avec des extensions, justement. Et hyper bizarre, parce que c'est genre... Ouais, et de la maquillage et tout. Elle était tout faite comme ça.
Et du coup, mais jamais elle fait ça, jamais. Du coup, le fait qu'elle a laissé cette femme faire ça avec elle était pour moi, elle a ouvert son cœur envers. On a permis cet espace. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours un peu évité les oppositions entre ceux qui seraient plus émotionnels que d'autres. Non, oui, non. Oui. Je ne dis pas que culturellement elle est plus émotionnelle, ça c'est évidemment. Non, vous avez raison. C'est plus que. Oui, elle a permis. Permis, c'est bien. Ouais. Oui, c'est cette photo-là qui était la vraie inspiration. Et c'est ce dont je me rappelais. D'ailleurs, je me rappelle que tu m'avais dit que ta mère était avec des cheveux verts, rouges, roses et que tu étais restée comme ça en me disant c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vert et rose, ça c'était peut-être à l'époque que j'ai. C'était peut-être le maquillage qui était vert et rose. Mais... Donc voilà, je me tourne vers la salle. J'aimerais vraiment avoir votre ressenti. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces deux films ou des questions à poser. Et aussi sur cette thématique effective d'un espace culturel, social, mixte, qui se crée à Matongué et qui, à mon avis, est assez bien illustré par ces deux films. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez d'autres idées ou sentiments sur la question. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que je peux la poser à vous? Par rapport à la distribution et la diffusion, est-ce que vous avez trouvé un public africain en ligne sur YouTube? Je ne sais pas si le film a... Parce que parfois, c'est possible aussi. Après, je ne suis pas non plus à 100% sûre comment, mais c'est... Ouais. En tout cas, quand mon fils m'a posé la question, est-ce que vous êtes en ligne? J'ai dit, j'ai pas su répondre. Elle a dit, mais vous êtes fou, c'est pas possible. On a dit, écoutez, dans tous les cas, allez voir Monique qui aujourd'hui, comment dirais-je, acquiert la distribution de ce documentaire, mais il n'est pas en ligne. Je le demande parce que j'ai fait un autre film, un long métrage Binti, qui parle d'une jeune Congolaise aussi, et lui, je l'ai trouvé par hasard en ligne. Par hasard, parce que c'est justement pas un Congolais, un réalisateur de Burundi qui m'a envoyé un mail comme ça pour me dire qu'il avait vu le film, et j'ai vu en ligne, et c'est illégal, mais il est quand même en ligne, et il y a 1 million de gens qui l'ont vu, avec plein de commentaires, et 80% africains, oui. Du coup, c'est incroyable, je ne savais pas que le film a trouvé un énorme public africain. Du coup, je me dis peut-être que c'est possible. Ok, mais bon, il faut dire que d'abord, ce n'est pas notre métier. Et que vraiment, à l'époque, on était hyper chargé, on était vraiment surchargé. Donc, on avait d'autres projets à côté et il fallait continuer ces projets-là. Et voilà, on a essayé de trouver des distributeurs pour les distribuer. Mais voilà, je pense qu'on n'était pas tombé d'accord à l'époque et nous, on est parti vers autre chose. Enfin. Mais je dois dire que, par exemple, il y a dans la salle, excusez-moi, il y a dans la salle Serva Zerman qui est là, je crois. Voilà, Serva Zerman a fait un film en 86, oui, en 86. C'est son premier et son dernier film d'ailleurs, et que j'aimais aussi énormément. Et et le film existait en 16 mm. Et je lui ai dit, il y a tellement peu de films qui existent, belgo-congolais. Et moi, j'aimerais bien qu'un catalogue de ces films existe. Donc, tu vas te débrouiller pour le mettre sur numérique. Et comme ça, il pourra bouger, il pourra être visible, je pourrai le montrer dans des festivals. Et le bonhomme, il ne me croyait pas. Il me disait, mais à quoi sert tout ça? De toute façon, voilà, ça n'intéresse personne. Il y a aussi ça, quoi. C'est qu'on se dit, qui va bouger pour ce type de film, qui est moins sexy que d'autres qu'on voit partout. Et donc, il y a aussi intérieurement l'idée qu'on a fait le film, on a fait son job, et ça peut servir pour les générations futures, pour les chercheurs, mais se mettre à le distribuer, à se mettre dans toute cette nouvelle technologie numérique, bon, les gens d'une certaine génération ne le font pas spontanément, ce qui est plus facile pour ceux qui sont nés dedans.
Donc c'est vrai qu'il faut faire la démarche d'aller ou de dire on le fait pour vous, parce qu'ils le feront pas. Moi, j'ai tout dit par rapport à ce film qu'il était absolument incontournable. Je suis allée sonner partout et avec le temps, ça marche. Mais il faut insister. Voilà, il y a enfin des doigts qui se sont levés dans la salle. Oui, je vois quand même un obstacle à la diffusion de votre film, c'est qu'il y a des passages vraiment inaudibles. Oui. Mais comme moi, à plusieurs reprises, je perdais le fil de votre film. C'est quelque chose qu'il faudrait retaper, enfin, si c'est possible, pour permettre une diffusion. Enfin. Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait comment dirais-je, de passage de la version Betacam digitale vers la version numérique qui a été projetée, oui, tout à fait. où le son n'a pas été vraiment bien oui, parce transmis. Ici, à la Cinémathèque, ils ont voulu un DCP. Le film était sur bêta digital. Et donc, j'ai insisté auprès de la Cinémathèque pour qu'ils prennent ça en charge parce que, bon, voilà, c'est un coût. Vous savez bien que passer du digit au DCP, on est dans des sommes de 300 à 400 euros. Donc, ils l'ont pris en charge, mais c'est vrai que je trouve que cette version-là que j'ai entendue par rapport à celle que j'ai entendue sur bêta digit est beaucoup moins claire dans le son. Ça, c'est sûr. Mais on va rediscuter. Mais c'est des choses qui se travaillent et c'est très bien que, parce que je l'ai pensé moi-même, c'est très bien que vous en fassiez la remarque parce qu'effectivement, il serait... Oui, c'est très important. C'est très important parce que le film est basé aussi sur une bande son extraordinaire. Mais la musique passe tout le temps. Hein, je suis persuadé que si vous revoyez ce film avec sa bande son originale, c'est autre chose. Mais c'était déjà très très bien. Voilà, il y avait une... Ouais, je crois que c'est vous. Je vous en prie. Mais ce court-métrage, c'est un chef-d'œuvre. Alors, j'ai une question. J'ai l'impression que ça pourrait faire l'objet aussi d'un reportage ou d'une fiction, mais qu'il y a eu une formidable résistance de Matongé à ce qu'on appelle la gentrification. Donc, les touristes, ils ne s'installent pas. Il y a des tas de quartiers qui ont été, je pense par exemple à Saint-Gilles pour le moment, c'est complètement gentrifié, tandis que là, il y a une lutte auquel mes deux camarades aussi ont sans doute participé, et donc le quartier résiste malgré les pelleteuses et malgré les spéculations immobilières. Je crois que ce quartier devrait figurer au patrimoine mondial de l'humanité. Je suis sérieux, hein, je suis sérieux. Et donc, les autorités communales, Monsieur Dardois, je ne pense pas que ce soit qu'on puisse le qualifier vraiment de progressiste. Je pense qu'il a au contraire des nostalgies colonialistes. Enfin, il est parti. Et la nouvelle... comment dire, direction de la commune est probablement, j'espère, consciente de la valeur absolument inégalable de Matongé. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, monsieur là-bas, tout en haut. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre documentaire et pour votre film, madame. Ma question, en fait, est celle-ci, c'est que je me réfère par rapport à votre documentaire. Vous n'avez pas un peu peur, en fait, c'est ma hantise personnellement, que ces films soient, comment dire, soient comme une forme de représentation de ce qu'est à la fois Matongé et aussi ce que représente la communauté, on va dire congolaise, pour ne pas dire africaine. Parce que souvent, quand il y a un souci ou quand il y a un problème au niveau, par exemple, du pays du Congo, souvent, je caricature un peu, on envoie un journaliste, il va faire un tour à Matongé. J'ai besoin de le premier noir ou la première personne noire qui doit poser 2-3 questions, finit, c'est emballé, après ça passe au JT. Et je vous dirais, moi, par exemple, personnellement, Matongé, j'y découvre au fil des années, j'ai vu son évolution et tout, mais je ne considère pas forcément qu'une personne
qu'on a interrogé Amatongué sur un sujet qui concerne par exemple le Congo soit représentatif dans son opinion à la fois de la communauté, tant ici au niveau de la diaspora, que celle de la population congolaise. Et j'ai un peu peur que votre film soit, c'est peut-être pas votre message à vous, mais soit un peu perçu ainsi. D'autant plus qu'il y a un certain décalage. Là, nous sommes en 2022 et que les films datent, on va dire, de fin 1999, donc début 2000. C'est un peu cela. Donc, je ne sais pas exactement quel est votre message, côté documentaire et côté historique. Je trouve ça tout à fait magnifique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre message? Je n'ai pas peur qu'il y ait ces blocages. Ben, ce blocage, il est réel et on ne cesse d'en discuter en fait dans la communauté. Et je pense que Monique en a parlé aussi dans l'introduction de cette soirée. C'est que la RTBF, RTL aussi, chaque fois qu'il y a un problème, ils envoient un caméraman qui va prendre des images et un journaliste qui pose une question ou l'autre à un commerçant ou à quelqu'un. Voilà. Ce qui manque, c'est le fait de mettre de l'intelligence dans ce qui est dit par n'importe qui. Parce que les gens qui parlent à Matongué, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas, qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ils peuvent le faire. Par contre, ce qui manque, c'est réfléchir sur ce qui a été dit. Il y a des gens des Congolais qui sont là, qui peuvent dire, oui, il a dit ceci, mais ça veut dire vraiment cela. Et c'est ça qui manque. Et cette intelligence-là, le fait de donner le vrai sens de ce qui a été dit, le journaliste de la RTB se l'octroie à la télé. Il croit qu'il sait ce qui se passe à Matongué. Et si tel commerçant a dit ceci, c'est parce qu'il y a ça. Ben non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais il ne cherche pas des spécialistes de la communauté qui connaissent vraiment ce qui se passe, qui peuvent rendre intelligibles ces propos-là qui ont été tenus dans le quartier. Parce que souvent, ce sont des propos... c'est pas du premier degré, hein. Donc, ce qu'ils disent, vous pensez qu'ils le disent comme ça. Mais dans le lingala ou dans nos langues, généralement, on peut dire la même chose, mais ça signifie totalement autre chose parce que le contexte est important dans notre parler. Mais ça, le journaliste de la RTB ne peut pas le savoir. Et donc, l'interprétation qu'il donne du témoignage qui est donné à Matongué, en général, il est faux. Mais qui va aller le lui dire? Est-ce qu'il va vous écouter? Ça, c'est le problème. Il y a deux personnes. Pardon. Bien, je donne d'ordre. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis justement le fameux fils qui est là, qui reproche à son père tout ce qu'il a dit. Donc, premièrement, d'abord, je prends la parole pour te dire que je suis vraiment fier du reportage que vous avez fait avec Tonton Abel. Tonton Abel qui est presque mon deuxième père également. Et en fait, du coup, pour aller très vite, la question que j'ai pour vous, c'est... moi, en fait, du coup, moi, je fais partie de cette nouvelle génération où quand justement, ça me fait penser à la tantine qui a dit « Moi, quand je viens à Matongué, je viens, je fais mes courses et puis je pars. » C'est exactement ce que moi je fais et ce que beaucoup de gens de ma génération font également. Donc on vient, on fait nos courses ou alors effectivement on fait nos cheveux, mais on reste pas, on a juste envie de fuir. En tout cas, c'est ce que j'ai comme ressenti. Alors que je suis noir, congolais, et que normalement je devrais plutôt me sentir pratiquement comme chez moi. Et donc du coup, quel conseil en fait vous auriez on a tout le temps des débats, toi et moi, quand on se voit, mais quel conseil du coup vous auriez à notre génération pour essayer en fait de pouvoir se réapproprier en fait ce quartier-là, parce qu'aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas du tout entre nous, quoi. Donc voilà un peu. Ok, je vais essayer de répondre à cette question. Dans la salle, il y a un autre jeune comme toi, Biko, Christian, qui est derrière, effectivement, que je fais venir parce que c'était la même question. Vraiment dans le même sens. J'ai été pris à partie par 4 jeunes. Ils étaient tellement véhéments avec ce genre de questions. Et ce que j'ai dit à Christian qui est dans la salle, dit, viens, le 7 juillet, tu vas voir un documentaire. Et à partir de ces documentaires, on pourra discuter après.
Moi, je pense que la première des choses, c'est de chercher à savoir. La toute première des choses. Donc, poser des questions, chercher à comprendre, et à partir de là, vous pouvez vous positionner. Moi, j'ai vu des amis européens, comme des amis africains, de manière générale, qui disent « Matongé, c'est notre mur de lamentation ». Donc, dès que ça va très mal dans son quotidien, j'arrive à Matongé pour respirer. Le fait de voir cette diversité, le fait de m'asseoir quelque part, m'épancher sur mes problèmes, parce que j'ai un ami qui peut m'écouter, ça me soulage, ça me réconforte, autrement je deviens fou. Donc, le regard que vous avez, c'est le regard que tout le monde a lorsqu'on ne connaît pas. On part sur des préjugés, on part sur de méfiance, alors qu'on ne connaît pas. La première chose, c'est d'essayer d'aller vers l'information, poser des questions, parce qu'autour de vous, tous, vous avez des personnes qui savent vous donner quelques premiers éléments pour comprendre l'histoire de ces quartiers. C'est ce que nous avons fait aussi, nous. Hein. On a cherché de Vieux Kadibo, de Sagui Charoufa, que vous avez vu, la femme de Papa Wemba, qui est une ancienne de Bruxelles. Nous sommes allés vers ces gens-là pour reconnaître d'abord cette histoire. Parce que nous ne savions pas que ces milieux Matongé, on a vu de commerçantes blanches qui nous ont donné énormément de témoignages, mais qui nous avons des rushs, mais qui ne voulaient pas être reprises dans les documentaires. Mais ils nous ont dit des choses merveilleuses sur ces quartiers. Il y a, effectivement, lorsqu'on circule aujourd'hui à Matongé, on va voir qu'il y a du deal quelque part, il y a des jeunes qui dealent. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un problème de violence dans la rue. Mais un jour, on était à la commune d'Ixelles, on discutait avec les bourgmestres, avec les commissaires de police, qui nous dira, mais en fait, en termes de délinquance, par exemple, Matongé, c'est rien. C'est pas comparable à la rue de Brabant, au cimetière d'Ixelles. Il a cité des coins où chaque jour, toutes les 30 secondes, un policier doit passer. À part tous ces jeunes qui dealent, c'est pas grand-chose à Matongé. Il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas trop de délinquants dans ces quartiers. Mais au sein de notre propre communauté, parce que nous ne sommes pas trop habitués à la violence, ben ça choque ces choses-là. Ça nous heurte. Et généralement, notre éducation, c'est de dire n'y allez pas, parce que vous risquez de vous mélanger aux autres, de faire les mêmes bêtises, autant ne pas y aller. Et ça laisse le jeune que vous êtes à se méfier de ces quartiers, à ne voir que, par exemple, le côté négatif, alors qu'il y a énormément de choses intéressantes dans Matongé. Et tout à l'heure, moi, personnellement, qui ai participé à l'élaboration de ces documentaires, j'ai un très grand respect pour nos femmes. Énormément. Vous avez vu, dans Matongé, ce sont les femmes, en fait, qui font Matongé. Et de tous les étudiants qui sont arrivés, on en a parlé ici, c'est grâce aux femmes qu'aujourd'hui, la communauté, je parlais du Congo, la communauté congolaise essaye petit à petit, malgré les discriminations, malgré les racismes, parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, que les Congolais ne savaient pas travailler, c'est la réalité. Il y a de Belges qui sont ici, ceux de la génération, la mienne ou un peu, qui savent qu'en Belgique, par exemple, il y avait deux types de nationalités, la grande et la petite. Un étranger avait le même diplôme, avait fait le même parcours qu'un Belge. Il avait un diplôme à titre scientifique, interdiction de travailler en Belgique. Les étudiants qui sont arrivés dans les années 60, 70, 80, 90 encore, jusqu'en 2002, dans leur carte d'identité, il était marqué carte d'identité de séjour, interdiction de prester en Belgique, de faire une activité rémunératrice. Il n'y avait pas. En montant, même dans un supermarché, tu ne voyais pas de noirs travailler, hein, même dans les guichets, tout ça. Le seul boulot que nous faisions à l'époque, étudiants, parce que moi je l'ai fait, c'était dans des restaurants
on était dans la cave pour nettoyer, laver, faire la plonge, comme on disait à l'époque. Jamais, jamais aller servir dans la salle, jamais aller faire ceci, quelle que soit ta qualification. Et qualifié, nous le sommes en tout cas. Donc toutes ces choses-là, vous ne les savez pas. Mais c'est aussi un combat des Belges, de la nouvelle génération qui n'a pas connu le colonialisme. C'est 2002 qu'on abroge toutes ces lois de double nationalité, que ces histoires de diplômes scientifiques n'existaient pas. On régularise, tout le monde a le même droit, ainsi de suite. Et on a aujourd'hui des politiques de diversité qui ne sont pas des quotas, mais une façon. Et tout ça, vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous bénéficiez de ça. Mais c'est le fruit d'un combat que ceux d'avant nous, Belges compris, ont mené pour que la société belge change. Il y avait une police ici spécifique pour les étrangers en Belgique, la police des étrangers. Tu ne restais pas, même dans la rue Neuve, il y a 10 000 personnes qui circulent. Ils vont circuler, ils vont chercher où est la tête du noir, la tête de l'arabe, pour lui demander sa carte d'identité, sans raison. Donc ça, vous ne connaissez pas. Et ça j'ai l'impression, enfin de mon expérience personnelle, en tout cas de ce que j'ai vu, ça a cassé à des familles, beaucoup en fait. Le nombre de papas qui sont rentrés au pays parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du boulot ici. Ils étaient en dépression, mais vraiment en dépression. Et c'est des choses que j'ai vues enfants et un peu plus adultes, en fait, de familles qui sont brisées parce que les pères doivent partir. Et les mères, elles restent ici, elles font des petits boulots ou des... Voilà, elles sont dans les métiers de soins en général, elles prennent soin des autres, elles sont aides-ménagères. Et les enfants grandissent en fait dans des contextes où le père n'est pas là, il est parti, et alors qu'il devait partir pour quelques années, en fait, il ne revient jamais. Et les mamans, bon, elles sont obligées de lutter toutes seules ici. Donc c'est des drames quoi, dont on ne parle pas en fait assez. Et pour revenir finalement à la thématique de cette soirée, c'est aussi des drames qu'on ne voit pas au cinéma. Ouais. Voilà, on n'a pas une série télévisée, on n'a pas un film de fiction. Le dernier film qui a quand même été fait par un belgo-congolais qui est Nganji Mutiri, ça parle bien des traumatismes à l'intérieur d'une famille. Et comment... et moi, personnellement, je vois autour de moi que des familles traumatisées. Ouais. Ça, c'est vraiment une constante. Donc, c'est assez intéressant. Je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit quand tu me disais que tu as rencontré un commissaire de police ou quoi qui disait que finalement à Matongé il n'y avait rien qui se passait. À la maison communale. À la maison communale, mais il y a quand même le film Black. Pardon ? Le film Black. Il y a le film Black de Abil et Ardil. Tout à fait. Et tout un débat par rapport à ce film. Est-ce que ce qui se montre dans ce film, je ne sais pas si tout le monde le connaît dans la salle, sinon j'en fais un rapide résumé. Non, vous ne connaissez pas le film ? Je crois qu'il est sorti... 4-5 ans. Ce film est sorti il y a 5 ans. Ce film Black raconte une histoire à la Roméo et Juliette entre deux gangs de Matongé. Un gang de Noirs qu'on n'identifie pas comme Congolais, mais enfin tout le monde l'identifie comme Congolais puisque c'est un Matongé, et un gang de Marocains. Et dans ces deux gangs, il y a une histoire d'amour qui se noue entre une fille noire et un garçon marocain. Et cette histoire est complètement boycottée par chacun des gangs en disant il n'est pas question que notre sœur aille avec un Marocain, il n'est pas question que toi, mon frère, tu ailles avec une noire. Et il y a des scènes assez violentes d'ailleurs contre la fille qui est violée de façon assez insoutenable, la fille noire. Et donc, cette histoire qu'on a un peu racontée comme le West Side Story bruxellois, a quand même eu énormément de succès. Et en tout cas, elle est sortie d'un livre, elle a été adaptée d'un livre écrit par un Flamand qui explique qu'à Matongé, c'est comme les gangs à New York ou à Chicago, ça se bat au couteau, etc. Donc, au niveau de la communauté africaine, il y a eu quand même une certaine... voilà. C'est un peu pour ça que moi, je ne l'ai pas programmé. Mais, il faut le dire, ce film a eu du succès. Oui. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu plusieurs fois, mais en fait, c'est vrai, c'est ça qui se passe.
mais ça se passe la nuit, ou ça se passe je sais pas quoi, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Quel est votre sentiment, à vous, réalisateur, par rapport à ce film? Ok, d'abord, c'est un film. Ok, ça naît de l'imagination de quelqu'un qui a essayé de mettre, de mettre des sujets qui peuvent soit choquer, soit attirer, soit intéresser un public. Évidemment, l'interprétation, voilà, racisme, le marocain raciste, le noir, en fait, ça tourne tout autour. Donc, on reste d'abord dans le domaine de la fiction, que c'est un film, on en restait là. Mais c'est que nous pouvons aussi retenir qu'effectivement, il y a une certaine réalité que l'on ne peut pas nier, qui sont d'ordre culturel. Nous, on a cet avantage d'être dans les médias, donc de pouvoir parfois aborder des thèmes comme ça. Moi, je pense que la société aussi de ces côtés-là, aujourd'hui, moi, je vois, par exemple, de part et d'autre, il y a aujourd'hui des croisements, c'est un mauvais terme en fait, des amitiés, des amours entre les différentes communautés qui se lient sans aucun problème. Oui, on peut dire qu'il y a la culture urbaine qui fait que... Il y a la culture. Jeunes Marocains, jeunes Congolais, enfin voilà, ils sont dans une culture du rap, une culture de la... Oui, tout à fait. Et le rap est un facteur d'union ça les rapproche. Ça les rapproche plus entre eux qu'avec... oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui naissent dans la société qui font en sorte que les choses évoluent positivement. Et ça, je pense qu'il faut plus tenir compte de ça. Et il y a certains problèmes qui sont d'ordre culturel, qui aussi, évidemment, avec le temps, les gens, je ne dirais pas s'intègrent, mais je dis que voilà, la société où les différentes communautés se mixent entre eux pour produire des situations nouvelles. Damso, comme Stromae, je veux dire, c'est pas des gens qui appartiennent uniquement à la communauté. Et la grande différence, ça c'est important quand même à retenir, quand par exemple on est dans la banlieue, en France, l'appartenance en fait est géographique. Donc les jeunes, tous, quelle que soit leur origine, se reconnaissent d'un quartier, d'une ville, d'un territoire. Il n'y a pas de différence. Alors qu'en Belgique encore, bien que nous sommes dans un pays communautaire, les jeunes restent encore dans des communautés, même s'ils habitent les mêmes quartiers. Et ça, c'est aussi une réalité de Bruxelles en tout cas. Je ne connais pas la réalité des autres villes, mais c'est une réalité de Bruxelles. Mais les choses voilà, bougent à l'intérieur de ces différents espaces. Enfin. Juste un élément, il faut vraiment rendre hommage au rap, qui a rapproché nos jeunes, les jeunes issus de la communauté africaine et les maghrébins, parce que avant, pardon? Ben, oui, absolument, tout à fait, oui, absolument, je suis d'accord. Parce que avant ça, avant le rap, on se regardait quand même en chair de faïence, hein. C'est-à-dire que les interpénétrations des communautés congolaises et marocaines, par exemple, étaient plutôt rares. Moi, j'en ai rencontré plutôt dans les universités, parce que à l'ULB, on dépassait les problèmes communautaires, on regardait plutôt dans un sens politique. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup joué, parce que, et d'ailleurs, on a fait beaucoup avancer les causes africaines dans les universités, parce que, très souvent, on avait des amis belges qui étaient avec nous et qui faisaient en fait écho de ce que nous demandions. C'était comme si ils étaient des traits d'union entre le pays, entre les responsables politiques et nous. Et j'ai l'impression que cette collaboration entre des étudiants africains et des étudiants belges, ça a beaucoup diminué. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je l'ai constaté. Que, en tout cas, avant, lorsqu'on organisait des manifestations, ainsi de suite, il y avait beaucoup plus de Belges qui venaient, dans les années 80, 90, en tout cas à l'université, et que par la suite,
les soirées, ainsi de suite, on voyait beaucoup moins de mixité. Je n'ai pas d'explication, mais moi j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai vécu cela. Maintenant, il y a quelque chose d'important qui s'est passé aussi. Lorsque les jeunes disent ils viennent à Matongué, ils repartent, c'est aussi parce que on n'a pas suffisamment fait passer une image suffisamment positive. Mais c'est aussi le résultat du fait qu'ils nous ont vus rester à la maison et la maman partir travailler, mais le papa est toujours là. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué nos enfants. Ils n'étaient pas fiers de leurs parents, de leur papa, ainsi de suite. Et je pense que j'ai parlé du rap, mais c'est ce regard vers les États-Unis qui a fait que la plupart de nos jeunes, et les conséquences sont là jusqu'aujourd'hui, les jeunes Africains de Belgique sont comme des jeunes de New York. Ils réfléchissent plus ou moins la même chose, ils s'habillent de toutes les façons de la même manière, et ils sont beaucoup plus éloignés de nos pays comment dirais-je, que des États-Unis. Les choses changent aujourd'hui. Hein. Chaque fois qu'il y a un petit match de football, tous les Congolais de Belgique, ils ont les drapeaux congolais. Ça évolue un peu différemment aujourd'hui. Mais en tout cas, nos jeunes ont trouvé une sorte de, comment dirais-je, d'endroit où retrouver leur dignité de l'autre côté de la mer. Et ce n'est pas pour rien que Black Lives Matter a tellement pris. Et aujourd'hui, les revendications, ce n'est pas spécialement par rapport à l'Afrique, mais c'est par rapport à tous les Noirs du monde. Et tout ceci, comment dirais-je, vient de cette manière de se dire, bon, écoutez, on ne va pas rester qu'Africains. On est aussi afro-descendants, donc on est comme les Noirs des États-Unis, ceux comment dirais-je, de Colombie. La vice-présidente, moi j'ai vu énormément de femmes africaines ici qui disent « on va la faire venir en Belgique » parce que c'est une Noire et elle est du Congo. Voilà. Bon, je crois qu'on s'achemine plus ou moins vers la fin. Ah oui, c'est vrai que je voulais poser la question à toi. Par rapport à Black. Par rapport à Black. Ouais. Ouais. C'est une vraie discussion. On a passé beaucoup de temps aussi à discuter là-dessus. Évidemment, les deux réels sont... déjà, je pense que le livre a été écrit dans les années 90 et je pense que les gangs à Bruxelles étaient plus un truc à l'époque. Et je pense que lui, à l'époque, il a fait pas mal de recherches à tout ça. Et genre, en parlant avec des jeunes dans les gangs, etc., je pense que les jeunes réels, qui sont d'ailleurs marocaines, je suis pas sûre s'ils ont fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Et je pense que la grande discussion est la violence, la différence de violence entre les gangs noirs et les gangs marocains, ou les gangs congolais, mais oui, c'est pas spécifié du tout. Genre, Matongué et Molenbeek, que c'est beaucoup, beaucoup plus violent que les Marocains. Dans le film, ça mange du pizza et ça fume des joints et on est tous comme un pote et tout. Et le gang noir est représenté assez violent avec des viols, avec de la drogue, genre cocaïne et gun, vers marijuana et couteau. Et je pense que c'est ça le plus grand problème avec le film, non? Ouais. Tout à fait. S'il y a un côté qui est quelque part non véridique. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je faisais cette programmation. A priori, j'ai mis tous les longs métrages sur Matongué. Il y a Wexland, il y a Pièce d'identité, il y a ton film, il y a votre film. Donc il y a quand même 4 films plus ou moins sur Matongué. J'ai longuement hésité, est-ce que je prends ou je ne prends pas Black? Mais je pense que en tant que programmatrice afro-descendante, ce n'est pas anodin pour moi de me dire comment ça se fait qu'on présente toujours les Noirs comme étant les plus mauvais et qu'en plus ce sont des réalisateurs marocains qui le réalisent. Parce que j'ai eu des interviews, on est toujours revenu là-dessus comme question sur moi. J'ai dit j'assume de ne pas l'avoir programmé parce que j'estime que j'aimerais faire quand même une programmation autant que possible tirée vers l'authenticité et le véridique,
Bon, maintenant, peut-être dans un autre style, je le mettrais. Mais là, il me semblait moins... comment dire? Il ne me semblait pas cohérent Moi, je comprends vraiment que vous ne l'avez pas programmé. Parce qu'est-ce qu'il parle vraiment de Matongé aussi? Est-ce qu'il parle de Matongé, etc. Mais maintenant, c'est un peu la conclusion que je voudrais donner au débat, c'est que Matongé, c'est un espace kiné-bruxellois qui se révèle, qui attire de plus en plus d'intérêt. Moi qui suis dans le métier, j'entends sans arrêt des projets de mini-séries qui pour le moment n'ont pas tout à fait abouti parce qu'il y a tout un processus avant qu'une mini-série soit acceptée. Mais voilà, en tout cas le dernier Fils de, qui est la dernière série de l'RTBF, pardon, de l'RTBF intègre Matongé. Donc on a quand même une responsabilité en tant que personne travaillant dans le milieu à pas laisser l'espace complètement, parce qu'après on va se plaindre que bon, les Marocains, ils ont montré qu'ils étaient tout gentils et que les Noirs étaient méchants. Mais c'est bien parce qu'il faudrait remplir cet espace et ce vide-là, et on a suffisamment d'histoires importantes, nécessaires, intéressantes, intelligentes. Enfin bon, voilà. Je crois qu'il y a... Excusez-moi, parce que je sais que vous voulez conclure. Oui. Et je suis désolée. Non, mais s'il y a une question, c'est pas de souci. C'est vraiment très lié. J'ai pas osé prendre la parole. Je me suis dit que j'allais venir vous rencontrer plus tard. Mais notamment sur Matongé. Bon, vous me direz, je suis pas marocaine, mais je suis aussi d'Afrique de l'Ouest, d'origine guinéenne. Et il se trouve que, voilà, je cherche. Enfin, je m'étais dit, oh, il y a une communauté congolaise qui est possible de. Pardon, je suis désolée, j'ai bien préparé. Mais vous dites, voilà, il faut des histoires. Je vais juste, voilà, il y a une femme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une femme qui s'appelle, elle n'est pas du tout, en tout cas plus connue maintenant, elle était connue dans les années 30-40, qui s'appelle Nel Marian. Oui, c'est une écrivaine, il me semble. Oui, c'est ça, ça, et du coup, pour rappeler juste un petit contexte, il se trouve que c'est la seule femme de couleur qui a une boîte dans les archives féministes belges. Et parce que c'est mon métier, j'ai été engagée pour participer parmi un groupe de personnes à un travail d'archives. Et voilà, je me retrouve avec cette femme où il y a très peu d'archives aussi. C'est pour ça que je voulais, je me disais par rapport à votre fils, j'étais très touchée par cette rencontre. Merci beaucoup. Et par les films. Et la difficulté aussi de ne pas avoir, de vraiment avoir aucune, tous les gens qui l'ont connu sont morts, enfin, j'ai essayé plein de choses, même les radios, elle faisait des émissions de radio dans les années 38, ils ont commencé à archiver dans les années 40, et cette femme, c'est assez drôle, c'est quelque chose que je trouve assez poétique, elle a, bon, je pourrais pas dire comment vous m'arrêter, mais elle vit à Matongé, et elle fait partie de ces personnes nées d'un père belge et d'une mère congolaise à l'époque du Congo indépendant. Et c'est donc un très beau sujet potentiel. Ça, je me rejoins complètement. Mais donc voilà, je dois peut-être vous interrompre parce que je crois qu'on arrive quand même à la fin. Mais voilà, vraiment, je serais intéressée de parler avec vous après. Mais voilà, j'aimerais clôturer sur le fait que c'est un peu comme le dernier film belgo-congolais qui existe, qui est le film que je vous rappelle, vous pouvez voir le jeudi 14 juillet, aussi avec un débat sur la généalogie du cinéma congolais en Belgique. Et donc ce dernier film, c'est un film que j'ai provoqué. C'est un film, je suis allée voir le réalisateur, il faisait 3, 4, 5 courts-métrages, il comptait continuer. Je lui ai dit, tu vas arrêter, tu vas faire un long-métrage. Il m'a dit, Monique, tu as trop d'ambition. On rappellerait toujours cette phrase. Aujourd'hui, il se promène partout dans le monde. Donc, n'ayons pas peur de parler de notre histoire. Je veux dire, un documentaire, un court-métrage, une série, enfin, only the sky is the limit, comme disent les Américains. Et vraiment, j'encourage les personnes qui ont ces idées, qui ont ces projets, et quelle que soit leur origine d'ailleurs, hein, puisqu'on a bien été tous d'accord pour dire qu'on a adoré le film Cosy Coiffure, il faut marquer cette empreinte congolaise aussi bien de Bruxelles que de la Belgique, et ce, d'autant plus que, a priori, on va dire, les tabous commencent à tomber, qu'il y a des commissions passées coloniales, qu'il y a des dents qui se retournent où elles n'auraient jamais dû partir, etc., etc. Accompagnons ça de production
cinématographique et audiovisuel. Petit, si jamais il y a des histoires, il y a de l'intérêt à faire une série basée sur la même idée de Cosy Coiffure, une idée différente, mais aussi dans le cadre d'un salon. Si jamais il y a des écrivains qui sont talentueux et qui ont envie d'écrire un telle chose, contactez-moi.